arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission et une émission assez atypique, je l'avoue. Le jeudi 23 avril à 18h30, 30 rue Beaurepaire, si je me trompe pas, dans le 10e arrondissement, boutique Potemkin, très connue. Il y a une soirée de lancement d'un nouveau livre. Rencontre avec Nicolas Moreno, c'est l'auteur du livre. Et le livre, c'est eux, ils vont me le montrer parce que j'ai les épreuves presse. C'est New York, les Safdie et Uncut Games. Voilà, je le mets. Attends, remonte, vas-y Nico, tu peux le remontrer. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et ce livre, alors Nicolas est déjà venu sur la chaîne pour parler des deux derniers films des frères Safdie, et puis il est souvent venu sur la chaîne, et voilà, je rappelle quand même cofondateur, directeur de publication, rédacteur en chef de la revue de Tsunami, à laquelle je participe aussi de temps en temps. Et ce livre est édité par Marest Éditeur, que vous connaissez, Pierre Julien. Marest et Séverine Danflou, écrivaines. Les deux sont écrivains, ils sont éditeurs, éditrices. Ils sont déjà venus très souvent sur la chaîne. Et Nicolas m'a proposé là une fois, il me dit voilà, j'aimerais bien peut-être que les éditeurs, que Séverine et Pierre Julien soient de la partie. Donc pourquoi pas, c'est la première fois on teste. Donc première question, comment allez-vous tous les trois? Moi, super très bien. Très bien. Et c'est quand même son premier livre, à 25 ans, qui paraît après-demain, et qu'il a écrit au pas de course. Alors, c'est à lui de raconter tout ça. Ouais. C'est Justement, vrai. je suis excité parce que d'expérience de journaliste ou de critique de cinéma, j'ai jamais écrit quelque chose d'aussi long sans le faire lire à quelqu'un. Donc là-dessus, j'étais content aussi d'avoir mes éditeurs pour en parler parce que c'est les deux seules personnes à qui j'ai parlé de ce livre pendant des mois. Donc il va enfin sortir de la bulle de ces trois personnes-là, quoi. Donc, enfin, de nous trois, quoi. Donc je suis excité par rapport à ça. Alors, pardonne-moi cette question, Nicolas. La première, je vais la poser à Séverine et Pierre Julien. Quelle mouche vous a piqué de vouloir éditer ce monsieur? Ah, Je pense que tu peux y aller. on l'a rencontré il y a 2 ans, je crois. Parce La que... toute première fois, c'était pour l'événement Mungyu avec Virginie Fira. Ah oui, voilà, On a eu des coups Oui, là-bas. et on s'est intéressé à son travail et à toute l'équipe, au travail de Tsunami, parce qu'on trouve. Je me souviens ce jour-là au lancement Munju avec Efira, je le présente Nicolas et je dis voilà, là, de nos jours, le papier, la presse papier est en train de péricliter. Et eux, ils montent une revue. D'abord, c'est en ligne et puis ils décident de faire du papier. Et je dis bah, c'est génial, c'est à contre-courant. Et d'ailleurs, c'est une revue à contre-courant aussi. C'est pas une revue qui commente les actualités hollywoodiennes et se contente de ça et quelques actualités françaises. C'est une revue qui s'intéresse à l'avant-garde, à ce qu'on appelle expérimental parfois, par maladresse, qui cherche un peu dans tous les recoins du cinéma. Nous, ça nous intéressait. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés et quand Nicolas nous a parlé des frères Safdie, alors Séverine et moi qui ont déjà emballé par Uncut James, et donc on a dit bah oui, parlons-en, ça nous intéresserait potentiellement de publier sur les Safdie. Bon, préviens, ça va être dur. Alors, je peux peut-être laisser Nicolas raconter d'où vient ce livre, comment ce projet, parce qu'il a une autre forme. Comment c'est né, tout ça. Mais c'est vrai que ce qu'on a aimé d'abord, c'était la fraîcheur de la revue, le regard de Nicolas qui était hyper aimant, hyper plein d'étoiles Et en même temps, et oui, en ça même sent temps un peu combatif. fou. Ouais. Et en même temps combatif, en même temps, bah, voilà, pas un commentateur d'actualité cinématographique de plus, un vrai regard engagé. Je pense qu'on voit dans le livre aussi. C'est important parce que pour nous, les livres doivent être incarnés. Ils doivent ne pas avoir pu être écrits par quelqu'un d'autre que leur auteur. C'est comme ça qu'on pourra définir l'incarnation. Et il y a on a senti très, très vite, dès le début, un regard chez Nicolas. C'est pour ça aussi qu'on s'est lancé de notre côté dans ce projet un peu fou de publier un jeune homme qui certes avait de l'expérience, mais c'est ce qui nous a convaincu de courir entre guillemets ce risque. Il n'y a pas de risque dans l'absolu, mais de s'intéresser particulièrement à ce projet. Voilà. Et à la base, c'était un mémoire de recherche universitaire.
fait sous la bénédiction de Nicole Brenez. Donc voilà, mais en fait, c'est vrai que ça a été dans un premier temps un prétexte pour continuer les études et faire des études de cinéma. Et en fait, il y avait à la base ce plaisir-là, ou en tout cas cette envie de décortiquer comment le personnage de Howard dans Uncut James pouvait être l'enfant spirituel des films de Cassavetes et de Ferrara. Et j'ai donné une première réponse à l'université. Et en fait, une fois qu'on est parti dans l'idée d'en faire un essai, un ouvrage, donc de la littérature, l'idée a été de tout refaire, de reprendre aucune phrase du mémoire universitaire, mais de garder les idées de cinéma, mais de les fondre autrement. Ce qui m'a en fait amené à plein d'autres questions. Voilà, donc en fait, je pense qu'à la fin, il y a vraiment ce sont deux choses complètement distinctes, quoi. Tu es aussi critique de cinéma, c'est important. Et là, pour le coup, c'est vraiment la cuisine interne. Comment on fait pour passer de cette première forme, qui est une forme universitaire, autour de cela, il y a la critique de cinéma, c'est ce que tu fais au quotidien. Et puis, au bout, il y a ce livre. Parce que Ouais, bah, en fait, je pense que le passage de la critique au livre, moi j'ai pris du temps, dans un premier temps, en fait, à le trouver. Et c'est un peu ce que j'explique dans un des chapitres du livre, mais en fait, c'est qu'il fallait trouver la forme adéquate. Et en fait, bah, je l'ai dit dès le début à Séverine et Pierre-Julien, mais en fait, la dernière chose que je voulais faire, c'était une monographie, film par film, chronologique, et après faire une deuxième partie, les motifs, faire un truc bien rangé, où en fait, tu as envie de regarder un film, après tu te réfères à ce chapitre-là, et tu as les petites pages. C'est très bien, il y a des gens qui font ça très bien, mais si moi je l'avais fait, ça aurait pas rendu bien à mon sens. Donc en fait, j'ai pris peut-être 2-3 mois avant de trouver la forme du livre. Et en fait, à partir de là, tout s'est décanté, quoi. Donc par exemple, pour une question de quantité de texte, qui est quand même beaucoup plus longue qu'une critique, par exemple, la forme a permis la quantité adéquate pour un essai de cinéma. Le fil directeur a permis de tout parler enfin, de tout traiter dans le bon sens, chaque chose à son bon endroit, sans avoir une forme décousue. Donc voilà, donc peut-être qu'il faut parler plus de la forme du livre, où j'ai essayé comme ça de reprendre, de retoucher quelque chose de l'ordre du rythme même des films des frères Safdie, avec une sorte de rapidité dans l'alignement des idées, dans l'alignement des références, passer du coq à l'âne de manière assez ludique aussi. Voilà, donc, et après, bah, ça, c'est du travail d'écrivain, quoi, de chaque jour se lever, travailler ses petits paragraphes, ses petites phrases. Enfin, pour le coup, l'expérience du premier livre m'a vraiment fait revoir l'idée que j'avais de ce qu'était un auteur. Et bah, c'est marrant, on en parlait avec François Bégodeau aussi une fois. En fait, être écrivain, c'est se lever tôt le matin, écrire, être sérieux. Enfin, tu vois, par exemple, l'idée de l'écrivain qui écrit à la terrasse de café, j'ai jamais écrit à une terrasse, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà. Après ça, chacun Ah, fait ses trucs, j'aime pas les mêmes livres, dire. mais Il y a quelque chose que je veux ajouter là-dessus. Je crois que pendant que Nicolas fabriquait le livre, hein, on appelle ça fabrication, il est venu, je crois qu'on s'est vu 3 fois, une demi-heure. Puis à chaque fois, on lui prêtait des livres. À chaque fois, il revenait et il en empruntait plus, ou il prenait plus de notes et il allait les lire. On pourrait imaginer que pour écrire un livre de cinéma, il faut lire que des livres de cinéma ou ne faire que voir des films, ce qui est une opinion qui peut se défendre, hein. Mais nous, effectivement, quand on demande une forme littéraire, on demande aux auteurs très vite de nous dresser une bibliographie et d'aller chercher ailleurs que dans des livres de cinéma la manière dont on peut parler de cinéma. oui, de se nourrir beaucoup. Ce qui est très beau dans le travail qu'a fait Nicolas aussi, c'est que il dit en même temps, j'ai travaillé mon corps, enfin, j'ai couru comme les samedis. Je suis allée, je sais pas si c'est à la salle ou Ouais, autre, pour vraiment rentrer dans ce rythme. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'y crois beaucoup à cette écriture du corps et ça donne un livre qui a un souffle dingue, enfin, qui a un vrai rythme et qui est palpitant, haletant. Il a forcé, enfin, il dit qu'il a forcé, mais on était d'accord, hein, mais il a forcé Pierre Julien un peu à adopter aussi ce rythme en termes de chapitres, c'est-à-dire qu'on reprend même pas son souffle à peine. Enfin, voilà, il y a pas de. On passe à un autre chapitre, il y a le blanc, voilà, l'espace de la page, on ressent. Tellement bien marché que quand Nicolas a livré son texte final, enfin sa première version, je l'ai édité en un jour et demi. C'est-à-dire en courant, quoi.
Je me suis mis, et puis je me suis dit, il va me falloir 2 jours si on me dérange pas. Et puis en fait, j'étais tellement pris par le livre, tellement emballé, je peux le dire, hein, tu Ouais. l'as vu, en un jour et demi, j'avais lu plus de 3 remarques, pas grand-chose. Et donc, pour moi, elle est contagieuse. Ouais. L'entrain qu'il a mis dans ce livre, écrit au pas de course, hein, il écrivait pas à la terrasse d'un café, il écrivait chez Gosport, là, je sais pas quoi, sur son tapis de course sur son iPhone. Hein, il a écrit comme ça son livre. Hein. Debout comme Hemingway, mais en courant. Hemingway ne courait pas. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc contagieux là-dedans. Et ce qui est formidable, après je me tais, mais effectivement, on pense que la forme du livre, d'un bon livre de cinéma, doit résonner avec la forme de l'œuvre aimée. Enfin, c'est quelque chose. C'est une de nos expériences, qu'il doit y avoir une espèce de contagion du film sur la forme du livre. Euh, c'est un peu notre côté laboratoire, quoi, mais non? Oui, complètement. Et il va en parler mieux que nous, hein. Ouais. Et il y a aussi le fait qu'il ait pris comme point d'appui de rentrer dans le cinéma des frères Safdie par New York Hmm. et d'insister vraiment sur la ville aussi, comment cet espace structure leur imaginaire et il s'arrête longuement sur New York, hein, il a lu beaucoup et ça se sent, ça se voit, mais il a, là aussi, il l'a intégré, ça l'habite complètement. Enfin, nous, on est Ouais, très bah, Ça arrive. enthousiastes, voilà. C'est vraiment habité et trépidant. Voilà. après, c'était aussi intéressant parce que c'est vrai que quand on regarde un peu, quand on s'attarde en fait sur les personnages principaux des films des Safdie, et notamment Marty Supreme, ou enfin, en tout cas les derniers avec Uncut James, avec Smashing, il y a vraiment un enjeu qui est de savoir à quel point ces personnages-là sont dotés d'une profondeur. En fait, on peut. Enfin, c'est vrai que. Alors, moi, du coup, j'avais fait appel à Deleuze dans mon mémoire et il y est en filigrane dans le livre, mais la question de la profondeur est très présente chez les Safdie, notamment pour dire qu'il y a une absence de profondeur, qu'en fait, tout est surface sur lequel les choses ne font que défiler, courir, etc. Et en fait, l'un des enjeux du livre était aussi de créer, de trouver ce qu'aurait pu être la profondeur, et donc en fait de politiser éventuellement des choses qui n'appelaient pas dans un premier temps à l'être. Donc en fait dire que Howard est aussi un animal politique pris dans une ville, pris dans des engrenages qui le dépassent, c'était aussi comme ça lui remettre des attaches concrètes et matérielles, le rattacher à une ville et regarder comment en fait il pouvait évoluer dans cette ville, dans quel quartier il évoluait, dans quelle ville il évoluait, et comme ça en fait rattacher et politiser quelque chose qui en apparence ne l'est pas. Pour nous, je ne le cache pas, hein, nous-mêmes, on est très, parce qu'on est très, très préoccupé par le monde dans lequel on vit actuellement. Pour nous, il fait beaucoup plus sens de publier des textes engagés politiquement, des textes critiques sur le monde contemporain, et aussi cette année, hein, de s'ouvrir, d'arrêter de parler tout le temps. Alors, de cinéma états-unien, on va publier sur le cinéma algérien, je crois, africain, arménien, allemand. Et enfin bon, ce qui est vraiment le livre de Nicolas vraiment a su synthétiser, condenser tout un mal-être moderne, enfin contemporain, pardon, par le prisme de Duncan James et de l'œuvre des frères Safdie. Hein, Bah, New en tout York, c'est cas, une ouais, ville monde. Hein. Ouais. ça nous semblait être une bonne paire de lunettes pour observer le capitalisme tel qu'il s'exerce dans des sphères parmi les plus frénétiques. Et c'est vrai que là-dessus, en fait, même par exemple les derniers films des Safdie, encore une fois, tendent un peu plus la perche à réfléchir l'histoire d'une communauté juive, en tout cas d'une communauté immigrée aussi, avec la ville de New York comme port d'arrivée aux États-Unis. Donc en fait, ça a appelé assez naturellement à aller chercher plus loin que dans les espaces clos d'Uncle James pour parler de la ville en général. Et en fait, c'est vrai que comme ça, encore une fois, dans l'idée de chercher de la profondeur et d'aller faire l'archéologue de la ville, d'aller chercher dans l'histoire de la ville, donc en faisant vraiment des passages vraiment dédiés à l'architecture de la ville, sa construction, qui l'a construite et comment ça nous permettait en fait de tracer différentes généalogies. Parce que comme le mémoire était simplement centré sur une généalogie cinématographique, le livre a permis comme ça de dédoubler ce geste-là d'une généalogie architecturale, littéraire,
etc. Donc en fait, de dédoubler les gestes comme ça pour avoir une Mmh. image, en tout cas, on C'est a en fait essayé plus précise. une caisse de résonance Voilà. absolument, voilà, et qui dit vraiment, pour une fois, quelque chose du monde contemporain. Parce que souvent, un essai cinéma, on va calquer une idée sur une œuvre, une idée, et puis voilà, et on va dire tel machin est critique, c'est une critique des États-Unis de Trump. Voilà. C'est très facile à faire, ça. Vous prenez n'importe quel cinéaste, vous prenez, de Bigelow, Cohen, on peut dire ah, il y a Trump. Le truc de Nicolas est vraiment beaucoup plus fort. Déjà parce que la pluralité de ses sources, de ce qu'il a nourri, hein, de la littérature à l'architecture, a une vie minuscule ou majuscule. Tu peux peut-être te parler du marathonien. Il y a un personnage de Ouais. marathonien. Ouais, bah, en fait, C'est après, un des grands chapitres du livre. Hein. Enfin, il y a qui en déborde, mais c'est un chapitre je crois que nous deux, qui Ouais. nous a particulièrement emballé. bah, en fait, je pense que ça nous permet aussi de rappeler l'une des grandes qualités du cinéma des frères Safdie, c'est qu'ils sont d'abord des observateurs avant d'être des juges moraux, et en fait, leurs personnages, ils les regardent pour ce qu'ils sont, et ils vont jamais dire ah, c'est des vilains capitalistes. Enfin, ils vont les regarder en train d'être capitalistes. Et là-dessus, en fait, c'est aussi là où il y a toute une généalogie à faire sur plein de personnages. Et en effet, le marathonien, donc, du coup, c'est le créateur du marathon de New York, à qui un documentaire a été dédié. Qui, je sais pas moi pourquoi il t'a plu ce marathonien, Pierre-Julien. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet homme-là? C'est que Je il a sais fait pas, il plein m'a de marathons. ému. Ouais, Ouais, non, mais je bah, déteste moi, le ce que j'aime sport bien en avec ce plus, mec, mais c'est que, en fait, il était j'ai- super vieux et continuait de faire plein d'argent. Et en fait, il courait, dès qu'il courait, il allait moins vite que lorsqu'il marchait. Mais lorsqu'il courait, il était capable de faire un marathon, mais pas en marchant. Donc, Mm, pareil, quoi, il y a un rapport de vitesse. Enfin, il y avait quelque chose. mm, Ouais, ouais. mm. Oui, et même dans un autre livre qu'on a publié sur Soderbergh, il y a une partie de réflexion sur l'instantanéité. Là, c'est Douglas, j'ai oublié son nom, mais sur la question du temps et du fait que je dis qu'on est dans un monde contemporain, souvent plutôt que moderne, parce on souffre d'instantanéité. Et une des réflexions qu'apporte le livre de Nicolas, c'est ça aussi, la question du temps, du temps de course, du temps de marche. Enfin, c'est vraiment un livre qui est comme comme J'aime, c'est un livre à multifacettes, qui a su capter plein de choses de l'ère viciée de notre époque, si je puis me permettre. Il y a quelque chose de très très beau, c'est que les dernières lignes, les derniers mots de ce livre, parce que le film commence sur Howard et se termine sur lui, et enfin, le livre commence sur Howard et se termine sur lui, et tu dis quelque chose de très beau par rapport à Howard. Tu lui dis maintenant tu peux mourir tranquillement, tu me vois, je te vois, et nous sommes ensemble pour l'éternité. C'est très beau parce que dans la dialectique, on a l'impression qu'il te faudra 167 pages pour pouvoir enfin te mettre dans le même plan que lui, dans le même cadre. Alors que c'est un film que tu as vu je ne sais combien de fois, mais il faudra passer par ces 167 pages pour dire je suis avec toi. Il est mort, hein, encore que, mais je suis avec toi et on est ensemble dans le même plan. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Il y a un hors-champ incroyable, les 169, 170, 111 que nous ne verrons Très belle jamais. lecture, très belle lecture, celui-là. Et pas forcément constater à l'écriture le génie, allez, osons le mot, mais le génie de la fin. Parce que j'en parlais avec un copain qui a fini le livre, et il me disait qu'en fait, le livre est une boucle. Parce que le livre aussi commence par Howard, par sa mort, et finit par sa mort. Parce qu'il y a une identification entre Uncut James et le livre, où les deux commencent de l'intérieur de Howard, on sort avec le plan de la médicale, et après on rentre avec la balle dans la tête, etc. Et en fait, c'est aussi, je pense, l'idée pour moi de montrer que, comme le livre est une sorte de rapport de mes premières années de cinéphilie, de faire comme ça le bilan d'étape de où j'en suis, tout ce par quoi je suis passé pour en arriver à cette fin-là. Et en fait, pareil, quand je te disais que j'ai un peu comme politisé le personnage pour essayer de comprendre pourquoi il me touchait comme ça. Et en fait, je pense que le livre, de manière personnelle, répond à la question pourquoi ce personnage-là, avec qui je n'ai rien en commun, a pu m'émouvoir un jour, en 2020, quand j'étais jeune cinéphile. La fin donne une réponse à ça. En tout cas, moi, j'ai été satisfait de découvrir cette réponse en écrivant. Et en fait, là où je me suis rendu compte aussi du génie de cette fin, mais pareil, c'était il y a quelques jours, donc vraiment après l'avoir écrit, relu, corrigé, édité, tout ça, c'est que c'est grosso modo les mêmes mots que la fin de 4h44 d'Abel Ferrara.
Donc, Ah si oui. vous vous rappelez pas, quand ils sont, enfin, quand l'Apocalypse est là, et en gros, ils disent nous sommes déjà des anges. Donc, en gros, il y a un peu le côté nous sommes déjà immortels avant même d'être morts. On se sauve dans le dernier moment, etc. Et je me suis dit quand même, bon, bah, un de mes films préférés qui ressurgit comme ça dans cette fin. Bon, il y avait quelque chose de là, et bon, Ferrara est aussi présent dans le livre pour plein de raisons, quoi. Je pense qu'un bon livre de cinéma et un Ouais. bon livre de littérature tout court, ça doit être une aventure. Une, Et c'est une enquête aussi sur sur quoi? pourquoi. Qu'est-ce qui nous a fascinés? Ouais. Et alors, si en plus ça résout, même après coup, même après avoir fini de l'écrire, parce qu'on l'écriture, je pense, fait appel à d'autres zones du cerveau que l'oralité ou que la pensée. Je pense on peut parvenir plus facilement en se lâchant à atteindre son inconscient et comprendre après coup ce qu'on voulait dire. C'est un de mes grands trucs dans la vie, d'agir à l'instinct. Je vais faire ça, je ne sais pas pourquoi. Je découvre après pourquoi je l'ai fait. Et surtout, Nicolas est tout jeune, c'est son premier livre, et il a osé un truc que peu de gens osent, c'est-à-dire parler aussi de lui. Comment est-ce qu'il a écrit ce livre à l'intérieur du livre, presque pourquoi il a écrit ce livre, de l'élucider à l'intérieur du livre ou tenter de l'élucider, le questionner. Et c'est quand même une prise de position hyper audacieuse et plus que louable. C'est un chapitre superbe, hein, d'ailleurs. Mais en fait, ça c'est marrant que tu en reparles parce que ça a été aussi un de mes premiers blocages en fait à l'écriture du livre qui était comment on commence un livre de cinéma, enfin c'est quoi la première phrase qu'on jette. Au final, c'est un livre que j'ai écrit de manière assez chronologique dans l'ordre des chapitres. Mais en fait, j'ai été bloqué pendant un long moment parce que qu'est-ce qu'on fait du jeu? Et en fait, j'ai vraiment pas réussi pendant longtemps à trouver la juste place de ce jeu. Et en fait, j'ai entourloupé ma propre névrose en disant bah, on va faire un livre de politique. Et donc évidemment, ça correspondait bien à la forme, enfin tout s'est assemblé en même temps, mais donc en fait, nous étions tout le monde en même temps dans le livre, nous étions Christophe Colomb, nous étions Howard, etc. Et en fait, en excluant comme ça la question du jeu, il m'a semblé du coup plus fort ou plus intéressant d'y revenir, mais avec un vrai jeu qui parlerait de moi de manière assumée, et ce serait pas le jeu un peu bâtard qui est là, même en critique, où des fois il y a un jeu qui apparaît, on se dit mais pourquoi d'un coup on parle de jeu comme ça? Enfin, ça a été une grande névrose qui m'est propre, hein, je suis désolé de parler de ça, mais donc du coup voilà. Non, Et du coup, dès que le premier jeu arrive dans ce fameux chapitre, plutôt vers la fin, pourquoi j'écris ce livre, c'est assumé, c'est un vrai jeu, je parle de moi, et enfin, voilà quoi, il y avait presque vis-à-vis de moi-même quelque chose à trouver pour dire là tu as le droit, tu t'es créé un endroit où tu as le droit de dire jeu, et tu le feras bien, et tu ne le feras pas ailleurs. Donc voilà, enfin, ce chapitre vient un peu de cette névrose, quoi. Il y a un moment, il faut se taire et il faut lire. Et donc, je vais lire un petit extrait qui n'est pas le chapitre en question, mais qui quand même donne un aperçu du style de Nicolas dans le livre. C'est page 34 normalement, c'est peindre le mouvement. Et alors, il y a un extrait du film Cartel de Ridley Scott de 2013. En vérité, les caractéristiques du diamant sont toujours liées à ses défauts. Un diamant parfait serait composé de lumière pure. Et ensuite, tu écris Nous sommes en 1906. John French Sloan a 35 ans et il en a sûrement marre. Point. Avec d'autres copains peintres, mais aussi quelques anciens écrivains, Walt Whitman, Stephen Crane, il voit et assiste à la naissance d'une société nouvelle, industrialisée et rationalisée. New York devient une ville-monde, la ville du nouveau monde, et la concentration de richesses qu'elle crée se retrouve jusque dans son architecture par l'ascension verticale fulgurante de ses immeubles. Mais c'est bien plus bas que la vie urbaine les fascine. Juste à côté de chez lui, Sloan a vu sortir de terre le Flatiron Building. Cela fait maintenant 4 ans que ce drôle d'immeuble, en forme de livre fin à semi-ouvert ou de fer à repasser, comme le suggère son nom, perce à lui tout seul les hauteurs de verre du quartier. Les architectes et les ingénieurs avaient-ils pensé au vent de couloir que causeraient au sol ces colosses de béton? Dans l'après-midi du 10 juin, alors qu'il rentre de sa balade, Sloan assiste à une scène digne des apocalypses les plus sacrés. Une tempête soulève toute la poussière de la ville et s'acharne sur les New-Yorkais de la 5e avenue. Il en tire une peinture, Dust Storm. Au premier plan, 8 personnages courent vers la droite pour trouver refuge. Il y a des adultes, des jeunes, des enfants au sol, en pleurs. C'est tellement savedien. C'est tellement savedien, ça, c'est quelque chose, c'est un motif qui revient très souvent dans le tellement savedien. 3 points de suspension. Au second plan, vers le centre bas gauche du tableau, une voiture, ses 3 passagers, tout aussi impuissants. Derrière, le sable de la tempête se mêle aux arbres de l'arrière-plan, aux vitres du Flatiron, aux autres bâtiments de l'avenue par laquelle s'est engouffré le vent. La tour relie la terre forcenée à des cieux noirs colériques.
Ce chaos qui surprit les passants d'hier se retrouve immortalisé sur une toile conservée par le Met à New York. Une toile réalisée à quelques blocs de chez Josh et Benny, qui capturait déjà à l'aide de quelques pigments de peinture un sentiment que les deux frères chercheront à restituer encore 100 ans plus tard, armés de leur caméra dans toute la frénésie de son mouvement. C'est marrant parce que à chaque fois que tu entames un nouveau fragment, c'est très très bizarre parce que j'ai toujours en tête le début de ce film de Paul Thomas Anderson, Magnola. La manière qu'il a de raconter une histoire, d'installer donc ce décor et de dire vous allez voir qu'en fait le film tire son narratif de cela, son sens de cela. Et donc il y a aussi quelque chose qui est lié au storytelling américain, enfin le fameux cinéma américain avec sa manière de raconter des histoires. Et je trouve ça très intéressant, très beau, ces fragments qui commandent de cette manière, mais qui ne sont pas forcément des choses, comment je pourrais dire, des digressions. Je crois que ça fait vraiment partie, comme disait bien Séverine, du corps. Et là où je veux en venir, c'est est-ce que dès le début, cette manière ce traitement-là, de commencer par la grande histoire et progressivement de dire qu'en fait, tout était écrit en fait. C'est logique que les Safdie soient là, qu'ils soient à côté, qu'ils fassent ça ou qu'ils fassent un tel. Bah, en fait, c'est justement dans ce que je te disais quand j'ai trouvé cette forme qui, du coup, décrivons cette forme, allons-y. Le livre part du constat de la mort de Howard et cherche à lui donner une justification. Et en fait, je crois que c'est la fin du premier chapitre où, en gros, j'explique que lorsque Howard meurt, en fait, il se rappelle de ses vies passées, de ses vies à venir, de ses vies. En fait, il y a une espèce de transe comme ça où j'essaye de proposer au lecteur de se remémorer comme ça de toutes les vies d'Howard. Et à partir de là, j'instaure le fameux nous où je me dédouane de ma propre présence pour dire nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Donc en fait, comme ça, une fois que j'ai trouvé ce jeu, en fait, il devenait possible de dire que Howard, c'était Christophe Colomb, c'était ce peintre de 1906, etc. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de montrer que il y a quand même un motif récurrent au-delà des films de Safdie eux-mêmes, propre à la ville de New York, qui est que on arrive à New York, souvent en bateau, on s'élève socialement pour tomber. Donc en fait, tu as une espèce de boucle comme ça, qui est récurrente et elle touche plein de choses, plein de gens, plein de trucs. Enfin voilà. Et donc en fait, à partir de là, l'idée n'était même plus d'être exhaustif parce que c'est impossible de rendre compte d'un état des lieux de la culture new-yorkaise tellement elle nous dépasse. Mais en fait, à partir de là, ça devenait intéressant de juste voir comment les films des Safdie sont juste la matérialisation à un moment donné d'un motif qui est là, qui est propre à la ville en fait. Et donc en fait, ce qui m'a semblé intéressant, notamment avec ce passage-là, c'était de montrer que les Safdie, ce qu'ils ont pour eux, c'est le cinéma. Mais en fait, des peintres qui n'avaient pas le cinéma faisaient déjà la même chose qu'eux. Ou en tout cas, avaient vraiment les exactes mêmes préoccupations sur un plan figé. Donc voilà, mais après, par exemple, tu vois, il y a un fragment sur Zoran Mamdani. Donc en fait, l'idée était de montrer qu'il n'y a même pas de méthodologie quoi, pour dire, en fait, même ce motif, on ne retrouve pas ce motif dans chacun des fragments du livre. L'idée était de montrer qu'il n'y a même pas de méthodologie, mais simplement des New-Yorkais qui ont à peu près une expérience commune à un moment donné de quelque chose, que ce soit la frénésie, que ce soit peu importe, mais en tout cas, il y a ce sentiment frénétique qui les relie. Quoi. Et donc, du coup, la forme fragmentaire rendait aussi compte de cette frénésie dans leur interconnexion. Alors, je ne sais pas si Séverine et Pierre-Julien seront d'accord avec moi, mais il y a quelque chose dans le livre que tu arrives très vite, d'ailleurs, très très vite. Tu arrives à ne pas tomber dans ce piège-là. C'est les travers de la cinéphilie. Et je sais de quoi je parle. C'est-à-dire de regarder le monde uniquement à travers la cinéphilie. Nicolas est d'une maturité assez exceptionnelle. Moi-même, à son âge, j'ai déjà dit, j'ai déjà fait la blague, je regardais plus Luc Besson que Robert Bresson. Non, mais... Non, j'aime beaucoup, elle est très fine. Non, pas à 25 ans. Mais il l'a fait la blague. Mais j'étais aussi dans ce que tu appelles le cinéma de la cinéphilie, le recyclage de conserves. Je jurais que par Tarantino, il a des films que je continue. J'adore Jackie Brown, j'adore
tout ce qui précède mais j'ai un peu pris mes distances et c'est très beau. Alors, c'est une émission sur Nicolas, donc je vais la fermer, mais le fait d'avoir la cinéphilie, évidemment, ouais, mais d'ouvrir sur le monde, comme chez Godard, par exemple. La cinéphilie, au début, elle est très, très présente, la cinéphilie états-unienne dans le cinéma de Godard, mais il y a très vite, ça s'ouvre sur le monde et sur toute autre chose. Et c'est un signe d'intelligence, enfin, à mes yeux. Oui, oui, Ouais. c'est la forme de cet essai, en fait. C'est que c'est vraiment, il a réussi à s'emparer de la question de l'essai qui doit trouver sa forme. Et à partir du moment où il a trouvé sa forme, ben, il est rentré dans ces questions de différentes facettes pour explorer l'univers des Safdie. Et c'est un vrai challenge aussi, pardon pour l'anglicisme, enfin, c'est un vrai défi parce qu'en même temps, comment dirais-je, c'est court. Son essai est relativement court et d'une densité. Enfin, il ouvre des mondes, des perspectives. C'est beau ce que tu disais sur le hors-champ, là. C'est vrai qu'il ouvre énormément de pistes de réflexion. Il donne enfin, il nourrit le lecteur, il donne à réfléchir. Enfin, nous, on était vraiment très épatés en tant qu'éditeur et très enthousiastes. Et puis, en plus, Nicolas est d'une générosité incroyable. Enfin, il nous rendait ce qu'on lui donnait. Enfin, ce qui va toujours le cas dans cet échange Oui, éditeur à auteur. Et c'est génial. Enfin, nous aussi, ça nous porte, en fait. Ça nous et puis, donne des la ailes. couverture du livre, il y a évidemment la peinture, mais il y a aussi une archéologie des images tournées de New York, hein. Je crois que le premier film recensé date de 1907. Je ne vais pas dire de conneries. Oui, Il y a la foule de Vidor. Il y a aussi une réflexion oui. sur la représentation cinématographique. Et de nos jours, on a quand même accès maintenant vraiment à beaucoup, beaucoup de. On n'a plus besoin d'aller aux quatre coins du monde pour découvrir de vieilles bandes d'actualité ou machin. Et ça, c'est quand même une des richesses aussi de l'ouvrage, hein. Il n'est pas, évidemment, il ne va pas recenser toutes les représentations de New York, Non, ce serait absolument pas impossible. exhaustif. C'est pas exhaustif, mais il a pioché aux bons endroits, ce qui fait une vraie réflexion sur la C'est ça, représentation de. l'idée d'embrasser un monde, Voilà, enfin, et ça, ça il faut marche, piocher enfin, bien. Il faut avoir l'instinct de piocher là, là, là. Et mm. il y a un truc très beau chez Proust, je sais plus, Proust, j'ai pas, qui dit voilà, moi je tends des poteaux là, 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 et c'est le lecteur qui dresse les chapiteaux. Il y a une image un peu comme ça chez Proust. J'ai pas besoin de faire toute l'architecture. Je mets des points là, 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 et c'est l'imagination, c'est des piquets, pardon, je suis un peu fatigué, qui va construire le reste. Et quand tu fais ça, tu n'as pas besoin d'écrire 2000 pages. Tu vois. Tu fais 190 pages, et tu dis tout, et tu laisses à l'imagination, à l'intelligence du lecteur nourrir les espaces, se les approprier, ce qui permet au livre de respirer et au livre d'être un petit bijou, quoi. Oui, et puis d'inviter vraiment à aller découvrir le cinéma des Safdie Oui. Et d'inviter par différents prismes peut-être, et pas un seul, et pas figer en fait le lecteur dans une direction, un sens à donner au film et puis c'est tout. Non, non, vraiment d'inviter à découvrir, à rentrer, à s'immerger dans le monde des Safdie. Enfin, c'est ouais, et dans New York et dans une réflexion politique plus globale sur le monde. Enfin, voilà, c'est assez génial. Il y a aussi quelque chose qui se joue, c'est que moi, j'ai pas du tout le côté, l'image marquante. À 4 ans, j'ai vu mon premier Spielberg et je suis tombé de ma chaise et j'ai voulu devenir cinéaste. Enfin, tu vois, moi, je pense que j'ai une cinéphilie très jeune où je suis un peu tombé dessus par hasard à 18 ans. Enfin, c'est pour ça que je dis que le livre est en compte rendu de mes 5-7 dernières années de cinéphilie. J'ai eu une vie avant, enfin, une vie de lycéen. J'espère que j'aurai une. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu une vie de non-cinéphile. Au lycée, je m'en Bon, foutais du pas que cinéma. tu parles d'un divorce, de ta vie d'avant avec ta nouvelle vie. Oui, non, mais voilà, mais cinéphile. en tout cas, c'est que le cinéma n'est pas structurant de l'ensemble de ma Oui. vie. Et je sais pas, peut-être que dans Ouais, 10 ouais. ans, je serai, je sais pas, directeur d'un label de musique ou DJ, et dans 15 ans, je serai architecte. J'en sais rien. Parce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas comme ça le côté le cinéma et ce bloc imposant C'est dans que lequel je toi, suis ça né, se je vais mourir et il n'y a que ça qui compte. Et je pense que ça a contribué Oui, quoi, à ça me créer rappelle ça. toujours, hein, l'architecture, une blague de Michel Simon sur Isabelle Régnier, qui était critique de cinéma. Elle est passée critique architecturale. Et Michel Simon m'appelle et il me dit, vous vous rendez compte, faire une erreur sur un film, une critique d'un film, c'est dramatique.
Mais quand on se trompe en architecture, les gens meurent. Bon, Bon, voilà, la Tu peux couper. licenciement. C'est du cinéma d'architecture. je ne deviendrai pas Moi, je te dis critique que notre d'architecture. tsunami ne fait pas de critique architecturale. Ça peut être C'est dangereux. noté, c'est C'est bon. tout ce que je voulais dire. Bah, il Mais parle bon. d'architecture là, mais. Ah bon, voilà, en tout cas, il y avait le côté où c'est pas si structurant que ça. Et enfin, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un côté parfois étouffant dans la cinéphilie à parler que de ça. Et par exemple, je suis très content que des personnes plus vieilles que nous, mais pas de Tsunami, que notre génération en général, constatent que on est une génération peut-être plus politisée qui arrive avec des regards plus décentrés ou qui. En toute modestie, encore une fois, c'est pas, enfin, je prétends pas du tout être politisé en écrivant, mais je pense que cette envie de multiplier les approches, d'être à la fois critique de cinéma, mais aussi analyste littéraire, d'architecture, de sociologie, politique, c'est un peu comme ça, dépasser aussi le cadre d'une sur-subjectivation qu'on peut avoir en littérature avec ce jeu, encore une fois, qui est trop imposant. Et je pense que dans la littérature actuelle, il y a plein d'ouvrages comme ça qui tentent plein d'approches différentes pour travailler au corps un sujet. Et toi, par exemple, je pensais juste comme ça à deux autrices, mais il y en a plein d'autres évidemment. Mais Neige Sino, quand elle travaille sur l'inceste, elle fait ça. Elle parle de son récit personnel qu'elle agrémente d'analyse, de réflexion. Louisa Yussfi, par exemple, fait ça aussi, je pense, évidemment, dans d'autres cadres, d'autres manières. Je ne dis pas qu'on écrit de la même manière ou pour la même raison. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très contemporain, peut-être, à comme ça vouloir prendre tous les outils qu'on a sur la table pour abattre un sujet et essayer d'en venir à bout, quoi. Ce qui est certain, c'est que chez les situationnistes, l'architecture était aussi au cœur de leur pensée. Ils s'intéressaient vraiment au monde international situationniste, Debord et la clique à la fille Viennet, pas Viennet, mais je crois pas, mais s'intéressaient beaucoup à l'architecture. Je veux dire, ça. Et bon, c'était l'époque des grands ensembles, de grands musées, tout ça. Donc évidemment, l'architecture, tout est tout. De toute façon, tout est lié. Tout est lié. Je veux pas partir dans un grand discours politique, donc je me tais. Mais oui, tout est lié. Et par les politiques, c'est par les architectures. Par les cinémas, c'est par les politiques. Où il y avait l'idée superbe des situs qui était de mettre la révolution ou la politique, je sais plus, au service de la poésie. Un Ouais, renversement c'est exactement ça, ouais. vachement intéressant. Complètement. Bon, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais quand même rappeler une chose importante le jeudi 23 avril, c'est-à-dire demain. Nicolas, avec Séverine et Pierre-Julien, seront à la boutique Potemkin. Je rappelle la date, l'adresse, pardon, c'est 30 rue Beaurepaire dans le 10e arrondissement. C'est à partir de 18h30. Et donc, c'est pour la soirée de lancement de ce livre, New York, les Safdie et Uncut Gems. Je ne présente pas mon exemplaire parce que c'est les épreuves presse et je sais que voilà. Et je Voilà. trouve que c'est plutôt magnifique. Et bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien. Si vous ne pouvez pas être présent demain soir, vous avez le lien. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre sur le site de Marest Édition Éditeur. Ou vous le commandez chez votre libraire, ce qui fera travailler votre libraire aussi. Voilà. N'hésitez pas, s'il n'est pas chez votre libraire, le commandez. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous les trois de m'avoir consacré un peu de votre temps pour parler de ce livre. C'était très atypique et c'était un plaisir. Merci à toi et merci à toi d'avoir accepté aussi. Et merci à Nicolas de nous avoir invités aussi, parce que pour nous aussi, c'était assez atypique. Par contre, avant de vous laisser, je voudrais savoir, est-ce que Julius Einstein est en bonne santé? Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Il viendra très bientôt, peut-être avec Séverine, son éditrice, lui aussi, dans ton émission, si l'invitation tient. Je vous attends avec impatience en tout cas. Enfin, je l'attends avec grand plaisir. Voilà. Ok, Nicolas, ça marche. Merci Nicolas. Merci, à très vite. Et merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.